test. Mesdames et messieurs, fidèles amis de Parole au test, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver à ce rendez-vous littéraire. Aujourd'hui, je vous propose pour lecture L'affaire des coupeurs de tête écrit par Moussa Konaté. Avant de découvrir le roman, laissez-moi vous dire un mot sur l'écrivain. En effet, Moussa Konaté est né à Kita au Mali en 1951. Co-fondateur du festival Étonnant Voyageur à Bamako, dramaturge, éditeur, essayiste, sagace, il s'est éteint en 2013 à Limoges. Dans la même veine romanesque, il a publié L'empreinte du renard, La malédiction du Lamatin, Fayard et Pointe, L'assassin du Banconi, série noire et Meurtre à Tombouctou aux éditions Métaillé. Que dire la quatrième de couverture? À Kita, la foule venue accueillir l'équipe de foot est repartie de la gare en dansant et en abandonnant sur place un mendiant immobile et surtout sans tête. Dans la nuit, un esprit vêtu de rouge est passé dans la colline armé d'une torche. Le matin suivant, un autre mendiant décapité a été trouvé au marché. Le commissaire Dembélé et son adjoint, le moderne Si, sont dépassés par la situation. Les notables et les religieux y voient un châtiment de la dépravation moderne. Le commissaire Habib est envoyé à leur rescousse. Il connaît bien la ville et ses coutumes. Il sait résister aux pressions multiples. Habib et le jeune Soso, son adjoint, mènent l'enquête chacun selon son style et ses compétences et évitent les embûches qu'on leur tend pour que rien ne bouge. Les cadavres sans tête se multiplient. Les jeunes gens modernes font des affaires et les religieux prient. Mais que deviennent ces têtes sans corps? Moussa Konaté raconte avec talent et tendresse le village où il a passé son enfance. Il met en scène les enjeux de la société malienne prise entre la tradition et la modernité, entre logique de l'État et la religion musulmane. Son style ironique et plein d'humour donne un charme tout particulier à ce dernier roman écrit quelques mois avant sa mort. Découvrons le contenu du roman avec quelques extraits que je vous invite à suivre. Capitaine, s'il vous plaît, c'est pour vous. C'est un jeune homme qui l'a déposé. Soso prit la lettre en remerciant l'employé de l'hôtel qui la lui avait tendue et se dirigea vers sa voiture à grands pas. Une fois au volant, il décacheta l'enveloppe, prit connaissance du message dont la teneur était Soso ici Bana, une ligne écrite en bambara qui en français signifiait Soso, tu es mort. Soso demeura immobile, la feuille de papier en main, le regard vaguement fixé devant lui. Depuis qu'il travaillait à la brigade criminelle, c'était la première fois qu'on tentait de l'intimider ouvertement. Il se dit que si après l'arrestation de Kébé, quelqu'un s'en prenait à lui, la thèse d'une association de criminels soutenue par son chef se confirmait. Effectivement, le cerveau du scénario macabre était encore en liberté, l'enquête n'était donc pas terminée. Désormais, il allait falloir être sur ses gardes. Pour ne pas être en retard à son rendez-vous avec Kwasi Kwadjo, il démarra. Il ne cessait de réfléchir à différentes hypothèses lorsque, arrivé sur une pente, il voulut diminuer la vitesse, mais les freins ne répondirent pas et le 4x4 au contraire s'emballa. Soso eut beau pomper la manette, rien n'y fit. Le véhicule continuait sa course de plus en plus folle. Au conducteur, il ne restait plus que le volant pour tenter d'éviter le désastre. Il s'y agrippa, le tourna en tous sens et en klaxonnant sans arrêt pour éviter un calcindra au bord de la rue, un motocycliste, un piéton imprudent. Bientôt, le 4x4 sans frein devint un objet de terreur pour les Kintankés qui le voyaient foncer à l'aveuglette. Des cris d'épouvante retentirent lorsque le véhicule se rua sur un gros capotier près de Terenakoni aux abords du grand marché, où Soso entrait dans l'arbre où il tombait dans le cours d'eau. Il ne lui restait pas d'autre issue. À quelques mètres du capotier, il dévia brusquement et fonça en direction du marigot. Miracle, le moteur cala et le 4x4 s'arrêta brutalement, à moins d'un pas du marigot. L'adjoint de Habib avait le front inondé de sueur et respirait bruyamment. Il n'était certes pas mort, mais il avait échappé de justesse. Des passants interloqués entourèrent le véhicule et demandèrent au conducteur fusil s'il ne s'était pas blessé. Comme Soso ne répondait pas,
Il ouvrit la portière et le fit descendre du 4x4. Mon enfant, lui dit une femme âgée, accompagnée de son petit-fils qui tenait sa canne, remercie Allah de t'avoir sauvé la vie. C'est Sintanet qui poussait ta voiture. Il n'y a qu'Allah pour s'opposer à lui. Qu'Allah et son prophète veillent sur nous. Soso était tellement choqué qu'il n'ouvrit pas la bouche. La femme insista pour connaître le nom du miraculé et son lieu de résidence. Soso lâcha les informations sans s'en rendre compte vraiment. Un mécanicien arriva, lui demanda ce qui s'était passé, entra dans le 4x4, actionna la manette de frein puis se pencha sur le véhicule. Et on dirait que quelqu'un a desserré les freins. C'est bizarre, ça s'étonna-t-il. C'est Sintanet seul qui peut agir ainsi, insista la vieille femme. Le mécanicien s'affaira longtemps sous le véhicule, mit le moteur en marche, roula en avant puis en arrière en actionnant les freins. Maintenant, c'est bon mon frère, plus de problèmes, dit-il avec fierté. Soso fit le geste de prendre de l'argent dans sa poche pour le payer, mais l'homme protesta vigoureusement. Ah non, pas ça. Tu es un jeune frère, je ne vais pas te faire payer ce service. C'est Allah qui t'a sauvé, pas moi. Je vous remercie tous du fond du cœur. Qu'Allah préserve notre fraternité, dit avec émotion l'agent de Habib, qui s'installa au volant et continua son chemin. Il n'avait pas encore recouvré tout à fait ses esprits et dû ignorer les questions qui se bousculaient dans sa tête pour pouvoir conduire sereinement. Non loin, il aperçut Ivoirien apparemment ignorant de l'accident qu'il attendait au lieu de rendez-vous convenu. Il lui donna de quoi acheter 3 bouteilles de bière de viande grillée. Quelques minutes plus tard, il prit la direction de Boudoufo, un village à proximité de Kita, réputé pour la beauté de son paysage. Soso souhaitait s'isoler avec Kwasi pour instaurer entre eux un rapport de copinage dans un climat convivial, loin des regards indiscrets. Aussitôt passé les dernières habitations de la ville, le voyageur pénétrait dans un monde réservé aux arbres et aux oiseaux, une vaste plaine verte agrémentée de touches de couleur jaune et rouge, sous un ciel bleu sans nuages où souriait sans cesse un soleil ravi. Soso et Kwasi s'installèrent dans l'herbe, au pied de nimiers, dont les feuillages se donnaient la main pour former un toit au-dessus de la tête des campeurs. « C'est beau cet endroit, n'est-ce pas ?» demanda le policier au jeune Ivoirien. « Oui, c'est joli ici. Moi, je ne connaissais pas du tout ici. » Moi non plus. J'en ai entendu parler, je me suis dit. Tiens, je vais y amener le petit frère Kwasi. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Bon, maintenant, on va déguster l'excellente viande grillée des Malinké. À la demande de Soso, Kwasi décapsula une bouteille de bière. Dès qu'il en eut bu une gorgée après avoir mâché quelques morceaux de viande, le jeune homme se métamorphosa dans sa famille d'accueil. Il était hors de question de boire de l'alcool dont il avait grande envie depuis son arrivée. Soso lui offrait aussi une occasion inespérée d'étancher sa soif. Il jubilait et parlait sans retenue. Le policier ne pouvait espérer meilleure opportunité. Réponds-moi sincèrement, petit frère. Est-ce que tu as une petite amie? Demande-t-il d'un air faussement sérieux au jeune Ivoirien. Bien sûr, s'exclama ce dernier, j'ai pas une seule copine, mais plusieurs. Même à Kita, non pas à Kita, mais en Côte d'Ivoire. Et où trouves-tu les filles plus belles, là-bas ou ici? Oh, pour moi, une fille est une fille, le reste, je m'en fous. Je fais ce que j'ai envie, c'est tout. Kwasi se laissait aller. Soso lui sourit en remarquant qu'il avait pratiquement vidé la grosse bouteille de bière. Mais dis-moi, petit frère, que font tes parents? Oh, on est pauvre, non. Mon père, il est jardinier, ma mère, elle vend des petites choses. Ce ne doit pas être facile pour toi, je suppose. Moi, je me débrouille. Il n'y a pas de problème, je cherche l'argent par tous les moyens. Je me casse pas la tête, moi. Je dis pas, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Si ça rapporte de l'argent, c'est bien, pas de problème. Pour vivre, il faut prendre des risques. Je me souviens, j'ai failli casser la tête contre un rocher dans un cimetière 2 jours de suite. Mais je m'en fous, si je gagne de l'argent, c'est bon. Le jeune Ivoirien paraissait raconter n'importe quoi.
L'occasion était belle pour Soso qui continuait à l'interroger d'un air sérieux et intéressé. Tu m'as dit que tu donnes de temps en temps un coup de main à Diaby. Lui, il est honnête, il ne fait pas n'importe quoi. Comment pouvez-vous vous entendre dans ces conditions? Ah, tu sais, grand frère, il faut pas faire confiance au corps médecin. Mon cousin qui est ami de Diaby, il n'est pas propre lui. Il cherche l'argent comme il peut. C'est comme ça qu'il en a eu. Pour Diaby, je sais pas, mais tous les commerçants sont pareils. Soso lui tendit la deuxième bouteille quand la première fut vidée. Il le laissa boire encore, puis lui demanda: et quelle affaire il fait avec Diaby, ton cousin? Ils vont construire un supermarché à Kita, c'est ce que mon cousin m'a dit. Ah, c'est un projet intéressant ça. Le téléphone portable de Kwasi sonna. Il écouta son interlocuteur, le visage de plus en plus crispé. Non, je peux pas aujourd'hui, grand frère. Je suis pas prêt. Il faut attendre. L'autre paraissait insister. Le jeune Ivoirien s'énerva et cria: je dis que je ne peux pas aujourd'hui, il faut attendre. Oui, demain c'est possible. Oui, grand frère, il faut voir l'heure de départ. D'accord, au revoir, grand frère. Il m'embête celui-là, dit-il avec colère après avoir rempoché son téléphone. C'est qui? Que veut-il? Lui demanda Soso. C'est un monsieur avec qui je travaille. Il veut que je parte en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je lui ai dit que je suis pas prêt, on verra demain. Il me casse les pieds. Et ce monsieur est à Kita, oui, il fait des affaires avec Diaby. Et quel travail fait-il? Je sais pas, je le vois pas, je connais même pas son nom. Je l'appelle grand frère, il m'appelle petit frère, on se téléphone seulement. Il me plaît pas trop ce type. Il ne restait plus une goutte de bière dans la deuxième bouteille non plus. Kwasi semblait se crisper de plus en plus. Soso était embarrassé. Allait-il donner la troisième bouteille au jeune homme s'il en faisait la demande au risque de le voir se saouler? Il s'interrogeait encore lorsque son portable sonna. Il écoutait, son visage s'assombrit aussitôt. Habib venait de lui communiquer une très mauvaise nouvelle. Il fallait donc interrompre immédiatement le drôle d'interrogatoire. Sans ménagement, il pressa Kwasi, qui continuait à se gaver et à se saouler, de le suivre pour monter dans le 4x4 qui démarra sur les chapeaux de roue. Il déposa le jeune Ivoirien là où il avait embarqué, lui offrit la dernière bouteille de bière et le quitta à toute vitesse. C'est dans un crissement de frein que l'inspecteur s'arrêta sur le petit parking du commissariat. Il se précipita vers le bureau qui traversa jusqu'à la cellule de garde devant laquelle se trouvait Habib, entouré de Diallo et de deux autres agents. Sans un mot, il avança et s'aperçut que la porte de la cellule avait été brisée. Oui, Soso, nous t'attendions. Kébé s'est évadé, lui expliqua son chef avec un haussement d'épaule pour lui signifier qu'il ne pouvait que constater le fait. Eh bien, chers amis de Parole au Test, nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. C'était L'affaire des coupeurs de tête, un roman écrit par Moussa Konaté, un écrivain malien. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission littéraire. Bye bye.